poser vos questions. Voilà. Ceux qui gardent leur cache-nez, là, il n'y a pas une écharpe à garder. On écrit le chauffage, je n'aimerais pas que tu sois dans rue à cause de nous. Bien, c'est au nom de l'association de la presse étrangère, l'APE, que je remercie Bruno Le Maire d'être avec nous aujourd'hui. Tu as un parcours politique déjà bien riche, c'est quelques années auprès de Dominique de Villepin à l'Élysée, puis au Quai d'Orsay, mais encore Place Beauvau. Tu l'auras enfin accompagné à Matignon comme conseiller politique, où tu deviendras son directeur de cabinet. Lors des législatives de 2007, c'est l'épreuve du feu. Les électeurs de l'heure te porteront... C'était fermé, mais c'est pas grave. J'ai une fois qu'ils portent. Les électeurs de l'heure te porteront à l'Assemblée nationale où tu sièges toujours. Tu entres au gouvernement en 2008 où l'on te confie les affaires européennes. Puis ce sera le ministère de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Alimentation, enrichi peu après de la ruralité, mais surtout de l'aménagement du territoire, qui était déjà un lourd ministère dans le temps. C'est un ministère clé aux yeux de Nicolas Sarkozy, ce président citadin, néanmoins conscient de l'importance de l'agriculture dans notre pays, mais aussi, je pense, du vote paysan. Alors, agrégé de lettres, tu as aussi la passion de l'écriture, et Jour de pouvoir est au moins ton 6e essai, plus un roman, je crois. C'est une réflexion sur le sens du pouvoir, sa mesure, son goût, ses limites aussi, et puis sa dureté et son ivresse. Il relate presque au quotidien depuis décembre 2010 et jusqu'au 11 mai 2012 les réunions auxquelles tu as participé, les rencontres, les voyages, tous les faits marquants, et je dois dire que les passages avec Sarkozy sont si vivants, les détails si bien observés qui nous donnent l'illusion de être cachés sous le fauteuil. Alors, une question anecdotique pour commencer. Tiens-tu un journal au quotidien, te permettant une telle richesse d'anecdotes? Je n'ose pas demander si tu as un micro dans la poche quand tu parcours le monde à toutes ces réunions. Merci Christine, merci à tous d'être présents, d'avoir bravé le froid extérieur et intérieur. Je vois qu'on fait des économies partout, même à Gap, c'est très bien. Si tu savais. J'imagine. Ce livre, effectivement, il a été écrit sur la base de notes que je prenais au quotidien, tous les matins, pour être très précis, de 6h30 à 8h du matin, pour me souvenir de ce que j'avais entendu, vu la veille au cours de mes déplacements, au cours de mes activités politiques. Alors je vous rassure, c'est une activité que je fais à intervalles irréguliers. C'est-à-dire que je ne prends pas des notes tous les jours, ça dépend des périodes politiques. Et ce livre sera très certainement le dernier de ce genre. Ce livre, c'est la fin d'une trilogie qui a commencé par Le Ministre, qui était le récit de mon passage au Quai d'Orsay avec Dominique de Villepin pendant la crise irakienne de 2002-2003. Déjà, je racontais comment est-ce que la négociation sur la crise irakienne avait été conduite avec Dominique de Villepin. Il y a ensuite eu un deuxième ouvrage qui était Les Hommes d'État, avec une focale un peu différente, qui était la rivalité entre Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin et Jacques Chirac. Et puis ce troisième livre qui clôt la trilogie, qui est à la fois un portrait du président de la République, Nicolas Sarkozy, et en même temps une réflexion sur le pouvoir politique. Quand on reprend ces trois livres, dans le fond, c'est une trilogie qui accompagne 10 années d'exercice du pouvoir, de 2002 à 2012. Un exercice soit comme conseiller de cabinet, donc dans les coulisses du pouvoir, soit aux avant-postes comme ministre, Affaires européennes ou agriculture, mais c'est la même période de 10 ans de pouvoir de 2002 à 2012. Et de ce point de vue-là, c'est le dernier du genre. Je passe sur le fait que ça demande aussi un travail absolument considérable et qu'à un moment donné, on a envie de passer à autre chose. Mais c'est un moyen aussi, pour moi, de faire le bilan de ces 10 ans de pouvoir et un moyen de passer à autre chose, de passer à une autre étape de ma vie politique et de ma vie professionnelle. Je termine juste sur l'objectif de ce livre. L'objectif est très simple, c'est de faire partager une expérience humaine à tous les lecteurs, au plus grand nombre possible de lecteurs.
Et je me réjouis que le livre marche très bien, parce que je souhaite qu'il soit lu par le maximum de lecteurs, le maximum de Français. J'espère qu'il sera traduit un jour, pour que des lecteurs étrangers puissent le lire aussi, et partager cette expérience humaine du pouvoir. Ce que je lis du pouvoir dans la presse, ce que j'en vois dans les médias, quelle que soit la qualité du travail que vous faites, n'est pas ce que j'en vis comme responsable politique. Et je trouve que c'est important que les citoyens comprennent que les hommes politiques, ce ne sont pas des robots qui débitent des phrases matin, midi et soir, qui débitent des éléments de langage appris. C'est des hommes et des femmes qui ont leurs sentiments, qui ont leur vie personnelle, qui ont leurs doutes. Je le montre quand Nicolas Sarkozy est dans l'avion et qu'il ne sait pas s'il doit déclencher une opération contre des terroristes qui se sont emparés d'otages français en Afrique, qui mesurent aussi la gravité du poids de leurs responsabilités. Je trouve que c'est trop facile aussi de caricaturer les responsables politiques comme des gens légers, comme des gens qui ne prendraient pas leurs responsabilités, alors que la grande majorité d'entre eux ont des décisions lourdes à prendre et qu'ils mesurent la gravité de leurs décisions. C'est tout ça que j'ai voulu faire partager, une expérience humaine du pouvoir. Et je vois dans les réactions très très nombreuses que j'ai de lecteurs que l'immense majorité des réactions que j'ai ne portent pas sur le portrait fait de Nicolas Sarkozy. C'est intéressant parce que ça c'est l'angle qu'a pris la presse majoritairement. Et les lecteurs, eux, ce qui les intéresse, c'est tiens, on voit le pouvoir comme on n'avait jamais vu. On voit le pouvoir dans sa pratique quotidienne, dans sa qualité humaine, comme on n'imaginait pas qu'il pouvait être. Et de ce point de vue-là, comme je crois à la littérature comme un moyen de transmission encore plus efficace que tous les autres, c'est un moyen de dire aussi que la littérature est peut-être la meilleure façon d'aborder cet objet un peu étrange qu'est la pratique du pouvoir. On y voit de l'humilité aussi d'ailleurs, à travers tes lignes. Oui, bien sûr. Moi, je trouve que la presse a repris ça comme si c'était assez féroce à l'égard de Nicolas Sarkozy. Moi, je trouve que c'est très simplement lui. On le retrouve, apparemment très humain, Bruno, etc. Mais on voit ses doutes, on voit ses froncements de sourcils, on voit les données, on le sent comme tous ceux d'entre nous qui l'avons suivi, on le retrouve. Le portrait de Nicolas Sarkozy, c'est vrai qu'il occupe une place essentielle dans le livre. Lui, il obéit à une volonté très forte chez moi, qui était de dépasser la caricature qui a été faite de lui. Et la phrase de Thomas Bernhardt, que je cite en exergue du livre, elle est là pour ça. Tout homme peut être caricaturé si on veut le caricaturer. Moi, j'estime qu'on a caricaturé, souvent de manière injuste ou facile, Nicolas Sarkozy comme président de la République. Et donc, j'ai voulu restituer la vérité de ce personnage, sans le juger. Tous ceux qui ont lu le livre voient bien, je ne porte pas de jugement, je ne dis pas c'est bien, c'est pas bien, je ne porte pas de jugement moral ou négatif ou positif sur Nicolas Sarkozy. En revanche, je montre un personnage plus complexe, plus vivant, plus profond que ce qui a pu être dit de lui, avec ses contradictions, avec parfois ses erreurs de jugement, mais aussi avec ses fulgurances, avec sa lucidité, avec la conscience de la gravité de sa fonction et de ses responsabilités. Et si les réactions sur ce portrait ont été positives, c'est d'abord, je crois, parce que c'est un portrait qui est honnête. Pas qu'il est positif ou négatif, je dis simplement qu'il a voulu être honnête. Voilà qui est Nicolas Sarkozy dans sa pratique du pouvoir. Et c'est une façon de lui rendre justice. Christine a aussi prononcé un mot qui est très important pour moi, qui est le mot d'humilité. C'est vrai que ce livre est aussi un exercice d'humilité sur la pratique du pouvoir. Quand vous commencez à occuper des fonctions de pouvoir, vous vous dites « je vais pouvoir changer le monde, je vais pouvoir transformer la réalité ». Et vous vous donnez le plus de mal possible. Quand je dis « vous », c'est tous les responsables politiques avec lesquels j'ai travaillé, qui sont dans leur immense majorité des gens qui sont compétents, des gens qui sont volontaristes, des gens qui ont un idéal. Depuis l'idéal, ils se heurtent sur cette grande question démocratique aujourd'hui. Qu'est-ce que le pouvoir politique peut encore changer à la réalité? Le chômage il reste très élevé, les délocalisations industrielles, elles sont là, la souffrance de millions de Français, elle est là. La capacité à changer l'ordre international pour mettre un peu de régulation sur les marchés, on voit bien que c'est extraordinairement difficile, que c'est encore la spéculation qui guide les marchés beaucoup plus que la régulation. Et donc vous vous heurtez à cette vraie question
que doit se poser à mon sens tout homme de pouvoir. Qu'est-ce que je peux encore faire pour changer la réalité? Et qu'est-ce que la démocratie, comme outil politique, peut encore faire pour changer la réalité? Ça, c'est le fil rouge de ce livre, parce que, là encore, pour ceux qui l'ont lu, vous voyez qu'on parcourt des milliers de kilomètres, on se donne beaucoup de mal, chacun déploie beaucoup d'énergie, tout ça pour arriver à des résultats qui paraissent bien faibles au regard des ambitions qu'on pouvait avoir ou de l'énergie qu'on a dépensée. En fait, je dois dire que peut-être certains d'entre vous l'avaient demandé directement et l'avaient obtenu. Il est d'usage ici, quand nous recevons un comptoir, d'avoir des livres à distribuer à nos journalistes. J'ai fait beaucoup de demandes, j'ai même pas eu une réponse me disant nous sommes en rupture de stock, je crois que vous l'êtes d'ailleurs, c'était un succès, mais ils auraient pu prendre cette peine. Alors je vous donnerai tout à l'heure, j'ai écrit en très gros les coordonnées du service de presse, oui, je fais de la pub pour son livre, que vous pourrez prendre et je pense le demander directement suite à cette rencontre. Voilà, alors peut-être on pourrait venir à ce ministère où tu as œuvré avec succès. Qu'est-ce qui t'a frappé, le plus surpris? Qu'est-ce qui t'a laissé le plus de satisfaction à l'agriculture? Je t'y voyais pas du tout, j'avoue, quand tu as été ici. Voilà. Non mais là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'affiche là-bas? J'ai pas la tête de l'emploi. Voilà. Et quand je suis arrivé à ce ministère, je pense que tout le monde s'est dit, celui-là, il n'a franchement pas la tête de l'emploi. Il va se planter. Il va se planter. Ça, c'est pour les amis nombreux qu'on a toujours en politique. Et puis, dans le fond, si ça a marché, je pense que c'est d'abord parce que ce sont les paysans français, et c'est le ministère de l'Agriculture lui-même, qui m'a profondément transformé. Moi, je suis rentré dans ce ministère avec un certain nombre de certitudes, en pensant qu'on pouvait annoncer des décisions de manière un peu brutale, qu'il fallait impérativement respecter les règles européennes. Je suis entré comme technocrate dans ce ministère et j'en suis ressorti en politique. Et c'est de ce point de vue-là un ministère qui m'a totalement, radicalement transformé. Ce que j'ai vu, c'était ma première expérience, je la raconte. On était au mois d'août, j'étais à peine depuis un mois au ministère de l'Agriculture, et la Commission européenne exigeait de la France le remboursement d'une amende de 500 millions d'euros. Ça faisait des années que cette affaire traînait. Et moi, j'ai considéré que la Commission européenne avait raison, que ces aides avaient été attribuées de manière illégale aux paysans français depuis des années par mon prédécesseur, en contravention totale avec les règles européennes, et donc il fallait rembourser ces 500 millions d'euros d'aide. Je me souviens d'avoir donné une interview au Parisien, un journal habile à trouver justement les scoops et les angles intéressants, tout début août. Et juste avant de partir en vacances, le journaliste m'interroge et me dit « Mais alors qu'est-ce qu'il faut faire pour ces aides ?» Et moi je réponds naïvement et spontanément « Ces aides, il faut les rembourser, c'est tout. Les 500 millions d'euros d'aide à rembourser, on va les rembourser. Les paysans français vont les rembourser. » Et puis, je file, je fais mon sac et je pars prendre mon train pour le Gers, pour Agen très précisément, avec ma femme et mes enfants. J'étais à peine arrivé à la gare d'Agen qu'il y avait déjà un incendie médiatique, que tous les journaux avaient repris ma déclaration, toutes les radios, toutes les télévisions, que l'ensemble des responsables syndicaux paysans étaient montés au créneau, que les producteurs de fruits et légumes avaient crié au scandale, et que l'incendie menaçait dans les campagnes françaises sur le thème « Mais jamais on va rembourser ces sommes-là. On est déjà totalement fauchés, les prix sont très bas, il est hors de question de rembourser ces 500 millions d'euros. » Ce ministre de l'Agriculture est décidément totalement à côté de la plaque, il ne comprend rien aux difficultés et à nos souffrances. Donc j'ai mis une semaine à inverser la tendance, à discuter avec les paysans, à voir les producteurs, à comprendre que les choses étaient un peu plus compliquées que ça, qu'il y avait des milliers d'exploitations en France qui étaient menacées de fermeture, que ces paysans, ils étaient à quelques euros près, donc se rembourser cette dette comme ça brutalement, c'était tout à fait inconcevable. Et j'ai compris qu'il allait falloir que je change totalement si je voulais que ça marche. Qu'il allait falloir que j'aborde les problèmes d'une manière totalement différente si je voulais que ça marche. Ça a été une alerte, la première alerte très sérieuse de ma vie politique.
la première alerte aussi, parce que je ne prenais pas les choses par le bon bout. Il fallait d'abord partir des hommes et des femmes qui étaient sur le terrain, et ensuite seulement aller vers le problème technique. Mais que partir du problème technique, en disant voilà, c'est comme ça, circuler, il n'y a rien à voir, et l'imposer aux hommes et aux femmes qui étaient sur le terrain, ce n'était pas la bonne méthode, pas la bonne approche. Et de fil en aiguille, mois après mois, année après année, ce ministère et les gens que j'ai rencontrés, les paysans que j'ai rencontrés, les producteurs, les éleveurs, les viticulteurs, m'ont à la fois totalement transformé, et en même temps, je ne dirais pas transformé dans quelque chose qui m'est totalement étranger, mais transformé humainement, tout en me ramenant à des choses auxquelles je crois profondément, c'est-à-dire les paysages français, la qualité des produits français, les traditions de production françaises, le lien qui existe entre des productions et un terroir ou un territoire. Donc des choses que finalement sont essentielles pour moi, mais que j'avais peut-être un petit peu oubliées depuis quelques années. Bien, je pense que une question présente-toi. Deux questions. On est en plein salon de l'agriculture. Où est-ce qu'il va l'agriculture française? Votre vision des choses en prévalence des australiennes. Votre vision sur l'agriculture française avec les années au pouvoir que vous avez eues, avec le vécu des affaires. Est-ce que l'agriculture française est trop protégée, pas assez protégée? Votre vision. Et deuxièmement, sur l'international, la présence de la France au Mali. Est-ce que vous avez une idée sur ce sujet-là? Où est-ce que va la France de la direction-là? Je vais répondre d'abord sur la première question, parce que ce sera plus bref. La deuxième question, pardon. Moi, je soutiens l'opération militaire conduite actuellement et depuis plusieurs semaines au Mali. Je n'ai exprimé aucune réserve publique sur cette opération et je n'en exprimerai aucune. D'abord pour des raisons de décence, parce que nous avons des militaires français qui sont engagés au péril de leur vie sur le terrain, que j'estime que lorsque des militaires français sont engagés au péril de leur vie sur le terrain, les responsables politiques ne sont pas là pour remettre en cause leur action. Deuxième chose, Dieu sait que je suis critique sur l'action de François Hollande, du président de la République, sur les sujets économiques, sur les sujets sociaux, sur les sujets européens. J'estime que la décision qui a été prise de mettre un coup d'arrêt à l'islamisme radical au Mali est une décision courageuse, une décision que je respecte. Alors bien entendu que le plus difficile commence maintenant. Le plus difficile c'est quoi? C'est la stabilisation politique du pays. C'est en deuxième lieu la mise en place d'une force militaire africaine capable de remplacer les troupes françaises au sol. Et c'est en troisième lieu l'association des pays africains voisins, je pense en particulier à l'Algérie, au processus de stabilisation globale et de lutte contre l'islamisme radical en Afrique. Ça prendra beaucoup de temps. Ce sera difficile. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile que ça remet en cause la légitimité de cette intervention militaire française au Mali que je salue. Et l'Égypte aussi. Bien sûr, l'Égypte aussi. Je ne vais pas citer tous les pays, mais l'Égypte aussi, qui est un pays tout à fait essentiel dans la région, cela va de soi. Et voilà, ma réponse est très simple. J'appuie cette opération, je n'ai exprimé aucune réserve, je n'exprimerai aucune réserve publique. Ensuite, sur l'agriculture. Moi, j'ai la conviction que l'agriculture française est un atout considérable pour notre pays. C'est des centaines de milliers d'emplois. C'est des milliards d'euros d'excédents sur notre balance commerciale extérieure. Je rappelle que les deux seuls secteurs qui créent de l'excédent commercial sur notre balance qui sinon est déficitaire, c'est l'industrie aéronautique et c'est l'agroalimentaire. Donc oui, l'agriculture est un secteur stratégique pour la France, stratégique pour nos emplois, stratégique pour notre économie, stratégique aussi pour nos paysages, pour l'identité de la France. Moi, je veux à chaque fois que les Français prennent conscience de ce que serait la France sans les paysans français. Elle ne ressemblerait plus à la France. Prenez des régions entières comme le Beaujolais, lorsqu'on arrache des vignes, dans les coteaux du Beaujolais, lorsqu'on arrache les vignes, ce n'est plus les coteaux du Beaujolais. Ce n'est plus la France.
La France, dans son agriculture, ce n'est plus la France. Donc je veux vraiment redire avec beaucoup de force, beaucoup de passion, mon attachement viscéral à l'agriculture française et aux paysans français. Alors simplement, on a un peu tendance à considérer en France que cette agriculture, elle est là de toute éternité, et donc elle sera toujours là de toute éternité. Non. Il y a aujourd'hui un défi considérable à relever pour garder notre agriculture vivante. C'est-à-dire tout simplement pour avoir des jeunes paysans qui sont prêts à reprendre les exploitations et à poursuivre le travail agricole qui a été fait depuis des siècles dans ce pays. Et je le dis là encore avec beaucoup de gravité, je pense qu'il pèse sur certains secteurs de l'agriculture française les mêmes menaces que celles qui pesaient sur l'industrie française il y a 10 ou 15 ans, notamment sur l'industrie automobile. Et que si nous ne prenons pas rapidement un certain nombre de décisions nationales fortes, courageuses, il arrivera à un certain nombre de secteurs agricoles français aujourd'hui menacés exactement la même chose que ce qui est arrivé à l'industrie automobile. C'est-à-dire le déclin et pour certaines exploitations la disparition. Je pense au secteur de l'élevage et je pense au secteur des fruits et légumes en particulier. Si nous ne prenons pas vite des décisions très fortes, ces secteurs sont menacés de disparition. C'est quoi les décisions fortes? C'est d'abord simplifier les règles administratives. Nous sommes les champions, tout pays confondu, de la complexité administrative, des normes, des contrôles tatillons, de la suspicion sur les producteurs. Simplifions. Je peux vous donner 1000 exemples techniques, je ne le ferai pas parce que c'est trop compliqué, mais est-ce que vous trouvez normal que lorsque deux exploitations de production animale veulent fusionner en Allemagne, ce qui arrive tout le temps, vous avez un jeune qui veut s'installer, il y a quelques kilomètres plus loin, une exploitation avec quelqu'un de plus âgé, on veut fusionner les deux exploitations. En Allemagne, l'instruction du dossier prend 6 mois. En 6 mois, le jeune, il a sa nouvelle exploitation et il peut la développer. En France, c'est 2 ans. 2 ans d'instruction du dossier. C'est totalement anormal. Il faut simplifier, alléger les contrôles. C'est un enjeu qui paraît dérisoire, il est majeur pour nos producteurs. En deuxième lieu, il faut améliorer notre compétitivité, réduire le coût du travail. Je prends très souvent cet exemple parce que ça m'a marqué, un producteur d'asperges que j'ai vu en Alsace, il produisait des asperges avec des ouvriers agricoles pour ramasser ces asperges qui étaient payés 11 € de l'heure. Vous franchissez le Rhin, 2 km plus loin, un autre producteur en Allemagne produit les mêmes asperges à 6 € de l'heure. Comment voulez-vous être compétitif? Donc il faut que nous améliorons notre compétitivité. Nous devons améliorer notre organisation des filières, réduire tous les coûts inutiles avec la multiplication d'organismes d'intervention qui compliquent la décision. Et enfin, dernier point, nous devons viser la qualité et l'exportation. La qualité des produits et l'exportation des produits. C'est ça qui tirera les prix vers le haut et qui nous permettra de conserver notre leadership en Europe sur notre agriculture. Merci. Nous avons une question là. Merci beaucoup.